Vous écoutez la 8e partie de L'Amant de Marguerite Duras. Tard dans ma vie, je suis encore dans la peur de voir s'aggraver un état de ma mère. Je n'appelle pas encore cet état ce qui la mettrait dans le cas d'être séparée de ses enfants. Je crois que ce sera à moi de savoir ce qu'il en sera le jour venu, pas à mes frères, parce que mes frères ne sauraient pas juger de cet état-là. C'était à quelques mois de notre séparation définitive, c'était à Saïgon, tard le soir, nous étions sur la grande terrasse de la maison de la rue Testard. Il y avait d'eau, j'ai regardé ma mère, je l'ai mal reconnue, et puis, dans une sorte d'effacement soudain, de chute, brutalement je ne l'ai plus reconnue du tout. Il y a eu tout à coup, là, près de moi, une personne assise à la place de ma mère. Elle n'était pas ma mère, elle avait son aspect, mais jamais elle n'avait été ma mère. Elle avait un air légèrement hébété, elle regardait vers le parc, un certain point du parc, elle guettait, semble-t-il, l'imminence d'un événement dont je ne percevais rien. Il y avait en elle une jeunesse des traits, du regard, un bonheur qu'elle réprimait en raison d'une pudeur dont elle devait être coutumière. Elle était belle, Do était à côté d'elle, Do paraissait ne s'être aperçue de rien. L'épouvante ne tenait pas à ce que je dis d'elle, de ses traits, de son air de bonheur, de sa beauté. Elle venait de ce qu'elle était assise là même où était assise ma mère lorsque la substitution s'était produite, que je savais que personne d'autre n'était là à sa place qu'elle-même, mais que justement cette identité qui n'était remplaçable par aucune autre avait disparu et que j'étais sans aucun moyen de faire qu'elle revienne, qu'elle commence à revenir. Rien ne se proposait plus pour habiter l'image. Je suis devenue folle en pleine raison. Le temps de crier, j'ai crié. Un cri faible, un appel à l'aide pour que craque cette glace dans laquelle se figeait mortellement toute la scène. Ma mère s'est retournée. Toutes les mendiantes des villes, des rizières, celles des pistes qui bordaient le Siam, celles des rives du Mékong, je l'en ai peuplé elle qui m'avait fait peur. Elle est venue de partout, elle est toujours arrivée à Calcutta, d'où qu'elle soit venue. Elle a toujours dormi à l'ombre des pommiers canneliers de la cour de récréation. Toujours ma mère a été là près d'elle, à lui soigner son pied rongé par les vers, plein de mouches. À côté d'elle, la petite fille de l'histoire. Elle la porte depuis 2000 kilomètres. Elle n'en veut plus du tout, elle la donne, allez, prends. Plus d'enfants, pas d'enfants. Tous morts ou jetés, ça fait une masse à la fin de la vie. Celle-ci qui dort sous les pommiers canneliers n'est pas encore morte. C'est celle qui vivra le plus longtemps. Elle mourra à l'intérieur de la maison, en robe de dentelle. Elle sera pleurée. Elle est sur les talus des rizières qui bordent la piste. Elle crie, elle rit à gorge déployée. Elle a un rire d'or, à réveiller les morts, à réveiller quiconque écoute rire les enfants. Elle reste devant le bungalow des jours et des jours. Il y a des blancs dans le bungalow. Elle se souvient, ils donnent à manger aux mendiants. Puis une fois, voilà, elle se réveille au petit jour et elle commence à marcher. Un jour elle part, allez voir pourquoi. Elle oblique vers la montagne, elle traverse la forêt et elle suit les chantiers qui courent le long des crêtes de la chaîne du Siam. À force de voir, peut-être de voir un ciel jaune et vert de l'autre côté de la plaine, elle traverse. Elle commence à descendre vers la mer, vers la fin. Elle dévale de sa grande marche maigre les pentes de la forêt. Elle traverse, les régions très chaudes. Il n'y a pas le vent salubre de la mer. Il y a le vacarme stagnant des moustiques, les enfants morts, la pluie chaque jour. Et puis voici les deltas. Ce sont les plus grands deltas de la terre. Ils sont de vase noir. Ils sont vers Chittagong. Elle a quitté les pistes, les forêts, les routes du thé, les soleils rouges.
Elle parcourt devant elle l'ouverture des deltas. Elle prend la direction du tournoiement du monde, celle toujours lointaine, enveloppante, de l'Est. Un jour, elle est face à la mer. Elle crie, elle rit de son gloussement miraculeux d'oiseau. À cause du rire, elle trouve à Chittagong une jonque qui la traverse. Les pêcheurs veulent bien la prendre. Elle traverse en compagnie le golfe du Bengale. On commence ensuite à la voir près des décharges publiques dans les banlieues de Calcutta. Et puis on la perd. Et puis après on la retrouve encore. Elle est derrière l'ambassade de France de cette même ville. Elle dort dans un parc, rassasiée d'une nourriture infinie. Elle est là pendant la nuit, puis dans le Gange au lever du jour. L'humeur rieuse et moqueuse toujours. Elle ne part plus. Ici elle mange, elle dort, c'est calme la nuit. Elle reste là dans le parc de Laurier-Rose. Un jour je viens, je passe par là, j'ai 17 ans. C'est le quartier anglais, les parcs des ambassades, c'est la mousson, les tennis sont déserts. Le long du Gange, les lépreuries. Nous sommes en escale à Calcutta, une panne du paquebot de ligne. Nous visitons la ville pour passer le temps. Nous repartons le lendemain soir. 15 ans et demi. La chose se sait très vite dans le poste de Sadek. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. La mère n'a aucun sens de rien, ni celui de la façon d'élever une petite fille. La pauvre enfant. Ne croyez pas, ce chapeau n'est pas innocent, ni ce rouge à lèvres. Tout ça signifie quelque chose, ce n'est pas innocent, ça veut dire... C'est pour attirer les regards, l'argent, les frères, des voyous. On dit que c'est un Chinois, le fils du milliardaire, la villa du Mékong, en céramique bleue. Même lui, au lieu d'en être honoré, il n'en veut pas pour son fils. Famille de voyous blancs. La dame, on l'appelait. Elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinlong. Pendant 1 an, on ne l'avait pas vue à Vinlong. À cause de ce jeune homme, administrateur adjoint à Savannakhet. Il ne pouvait plus s'aimer. Alors, il s'était tué d'un coup de revolver. L'histoire est parvenue jusqu'au nouveau poste de Vinlong. Le jour de son départ de Savannakhet pour Vinlong, une balle dans le cœur, sur la grande place du poste dans le plein soleil. À cause de ses petites filles et de son mari nommé à Vinlong, elle lui avait dit que cela devait cesser. Cela se passe dans le quartier malfamé de Cholène, chaque soir. Chaque soir, cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale Chinois millionnaire. Elle est aussi au lycée où sont les petites filles blanches, les petites sportives blanches qui apprennent le crawl dans la piscine du club sportif. Un jour, ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de l'institutrice de Sadek. À la récréation, elle regarde vers la rue, toute seule, adossée à un pilier du préau. Elle ne dit rien de ça à sa mère. Elle continue à venir en classe dans la limousine noire du Chinois de Cholène. Elle la regarde partir. Il n'y aura aucune exception. Aucune ne lui adressera plus la parole. Cet isolement fait se lever le pur souvenir de la dame de Vinlong. Elle venait, à ce moment-là, d'avoir 38 ans, et 10 ans alors l'enfant. Et puis maintenant 16 ans tandis qu'elle se souvient. La dame est sur la terrasse de sa chambre. Elle regarde les avenues le long du Mékong. Je la vois quand je viens du catéchisme avec mon petit frère. La même différence sépare la dame et la jeune fille au chapeau plat des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des fleuves, de même elles sont, isolées toutes les deux, seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. Toutes deux au discrédit voué du fait de la nature de ce corps qu'elles ont, caressées par des amants, baisées par leur bouche,
livrées à l'infamie d'une jouissance à en mourir, disent-elles, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants sans amour. C'est de cela qu'il est question, de cette humeur à mourir. Cela s'échappe d'elles, de leur chambre, cette mort si forte qu'on en connaît le fait dans la ville entière, les postes de la brousse, les chefs-lieux, les réceptions, les bals ralentis des administrations générales. La dame vient justement de reprendre ses réceptions officielles. Elle croit que c'est fait, que le jeune homme de Savanaket est entré dans l'oubli. La dame a donc repris ces soirées auxquelles elle est tenue pour que se voir puissent quand même les gens, de temps en temps, et de temps en temps aussi sortir de la solitude effroyable dans laquelle se tiennent les postes de la brousse perdus dans les étendues quadrilatères du riz, de la peur, de la folie, des fièvres, de l'oubli. Le soir, à la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d'insolence et d'enfance, les mêmes souliers lamés et elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois, il la lavera sous la douche, longuement, comme chaque soir elle faisait chez sa mère avec l'eau fraîche d'une jarre qu'il garde pour elle, et puis il la portera mouillée sur le lit, il mettra le ventilateur et il l'embrassera de plus en plus partout, et elle demandera toujours encore, et après elle rentrera à la pension, et personne pour la punir, la battre, la défigurer, l'insulter. C'était à la fin de la nuit qu'il s'était tué, sur la grande place du poste étincelante de lumière. Elle dansait, puis le jour était arrivé. Il avait contourné le corps, puis, le temps passant, le soleil avait écrasé la forme. Personne n'avait osé approcher. La police le fera. À midi, après l'arrivée des chaloupes du voyage, il n'y aura plus rien. La place sera nette. Ma mère a dit à la directrice de la pension: « Ça ne fait rien, tout ça, c'est sans importance. Vous avez vu, ces petites robes usées, ce chapeau rose et ces souliers en or, comme cela lui va bien. La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants, et alors son charme est encore plus grand. » Les jeunes surveillantes de la pension écoutent la mère passionnément. Tous, dit la mère. Ils tournent autour d'elle, tous les hommes du poste, mariés ou non. Ils tournent autour de ça. Ils veulent de cette petite, de cette chose-là, pas tellement définie encore. Regardez, encore une enfant. Déshonorée, disent les gens, et moi je dis, comment ferait l'innocence pour se déshonorer? La mère parle. Elle parle de la prostitution éclatante et elle rit, du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l'enfant de la traversée du fleuve, et elle rit de cette chose irrésistible ici, dans les colonies françaises. Je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cette jeune enfant qui était jusque-là cachée dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et se commet dans la ville au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire chinoise, diamant au doigt comme une jeune banquière, et elle pleure. Quand elle a vu le diamant, elle a dit d'une petite voix: « Ça me rappelle un petit solitaire que j'ai eu aux fiançailles avec mon premier mari. » Je dis: « Monsieur Obscur. » On rit. « C'était son nom, dit-elle. C'est pourtant vrai. » Nous nous sommes regardés longuement et puis elle a eu un sourire très doux, légèrement moqueur, empreint d'une connaissance si profonde de ses enfants et de ce qui les attendrait plus tard que j'ai failli lui parler de Chollen. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Elle a attendu longtemps avant de me parler encore, puis elle l'a fait, avec beaucoup d'amour. Tu sais que c'est fini, que tu ne pourras jamais plus te marier ici, à la colonie. Je hausse les épaules, je ris, je dis:
Je peux me marier partout, quand je veux. Ma mère fait signe que non. Elle dit, ici tout se sait, ici tu ne pourras plus. Elle me demande encore, c'est seulement pour l'argent que tu le vois? J'hésite et puis je dis que c'est seulement pour l'argent. Elle me regarde encore longtemps, elle ne me croit pas. Elle dit, je ne te ressemblais pas, j'ai eu plus de mal que toi pour les études et moi j'étais très sérieuse. Je l'ai été trop longtemps, trop tard. J'ai perdu le goût de mon plaisir. C'était un jour de vacances à Sadek. Elle se reposait sur un rocking-chair, les pieds sur une chaise. Elle avait fait un courant d'air entre les portes du salon et de la salle à manger. Elle était paisible, pas méchante. Tout à coup, elle avait aperçu sa petite. Elle avait eu envie de lui parler. On n'était pas loin de la fin, de l'abandon des terres du barrage, pas loin du départ pour la France. Je la regardais s'endormir.